Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo, BEPC, taux de réussite relativement faible. Nous parlons de ces taux de réussite à l'examen du BEPC de cette année avec les résultats qui sont déjà connus par certains samedis et par d'autres le dimanche. Mais dans l'ensemble, le taux de réussite, je ne dirais pas catastrophique, mais très bas, du moins par rapport à l'année dernière. Donc, je vais présenter un tableau comparatif de taux de réussite dans les différentes régions et ouvrir donc les débats avec nos invités. Alors, si nous commençons avec le Grand Lomé, pour 2023, le taux de réussite s'établissait à 64,08%, mais pour cette année, le Grand Lomé est à 65,85%. Là, on a eu une augmentation, et c'est le seul cas d'ailleurs où on a eu une augmentation. Mais dans la région maritime, pour l'année 2023, le taux de réussite s'établissait à 91,20%. Cette année, il est à 36,12%. De 91, on vient à 36%. De la région des plateaux, l'année 2023, la région des plateaux, plateau ouest, s'établissait à 96,51%. Cette année, il est à 28,96%. Plateau est, l'année passée, c'est-à-dire 2023, c'était à 81,46%. Plateau est 2024, 30,12%. Après les plateaux, nous irons dans la région centrale. 2023, le taux s'établissait, c'était la région qui avait eu le plus grand taux de réussite au BEPC l'année passée, c'était à 98,56%. Mais cette année, la région centrale se retrouve avec 21,48% de taux de réussite. La CARA, en 2023, avait un taux de réussite de 93,89%, mais en 2024, 39,11%. Puis la région des Savanes, en 2023, avait un taux de réussite de 89,94%, et la région des Savanes, en 2024, 31,27%, à pratiquement tous les niveaux de la baisse, sauf dans la région maritime qui a connu une augmentation de presque un peu plus d'1% dans le taux de réussite. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette baisse, très grande baisse, je dirais, dans les résultats fournis par les élèves ayant passé le BEPC? Nous en parlons avec nos invités. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir un acteur du secteur de l'éducation sur ce plateau, Prosper Agbo-Clou, d'ailleurs. Bon. Ok, d'accord, oui, l'honorable n'est pas là, effectivement. Mais je vais commencer par vous, Prosper Agbo-Clou, puisque vous êtes enseignant, avant d'être journaliste aussi. Qu'est-ce qui explique, selon vous, vous avez vu justement ces résultats, comment les avez-vous accueillis et qu'est-ce qui les explique, selon vous? Bon, plusieurs facteurs peuvent être en jeu. Vous savez, ces examens, quand ils arrivent, c'est pour faire la somme de tout ce qui a été enseigné sur le plan pédagogique. Et mon constat vraiment a été celui d'une personne très étonnée par rapport à la dynamique que cela avait par le passé. Vous savez, j'ai comme l'impression que les années passées, les 3-4 années passées, le taux de réussite aux examens était très important. Il faut quand même le dire, que ce soit au CEPD, au probatoire comme au bac et même au BPC, on avait eu beaucoup de satisfaction. Et à l'époque, j'ai l'impression que la dynamique impulsée par le professeur Kokoroko avait été palpable et on voyait les choses se dérouler par rapport à ces actions posées sur le terrain. On a l'impression qu'il y avait plus de motivation par rapport au travail qui est fait. Mais entre-temps, j'ai l'impression que sa présence est un peu assombrie. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que je ne suis pas dans les arcanes donc, de l'homme politique et du ministre. Mais j'ai comme l'impression que les choses ont
relâché, il y a un peu de relâchement. Bon, maintenant, selon les dires de certains, c'est comme la flambée de ces résultats-là étonne un peu plus à l'international, aux instances qui, comme on appelle, surveillent ou bien contrôlent les examens dans l'espace francophone. C'est-à-dire quand le taux de réussite est élevé, ça étonne. Ça étonne. Pourquoi ça devrait étonner? Bon, c'est la question que moi aussi je me suis vraiment posée pour dire est-ce que c'est réellement cela? Et certains avaient parlé un peu plus de la largesse dans les corrections. Certains parlaient aussi de ça, que cette année, les choses ont été tout à fait bouclées, plus serrées. Alors, mais vous êtes acteur de l'éducation, concrètement sur le terrain. Au cours de l'année, avez-vous remarqué quelque chose de différent par rapport au travail des apprenants de 2023 à 2024, si vous comparez? Est-ce qu'il y avait eu des éléments qui pourraient déjà présager ce type de résultat? Oui, bon, vous savez, entre-temps, on avait parlé du système qui a changé, les APC, par rapport au système d'objectifs par pédagogie par objectif, ou bien c'est les PO, voilà, c'est ce qu'on les appelle. Ainsi, par rapport à cela, on a comme l'impression que il y a eu un chamboulement. Ce que j'ai constaté, il y a eu un chamboulement dans la pratique de ces systèmes-là, puisque entre-temps, la pédagogie par approche, les APC ont pris vraiment de l'ampleur. Et les 2-3 années passées, on a comme l'impression que il y a une imprégnation réelle qui est apportée au niveau des enseignants, où beaucoup de formations ont été, comme on appelle, implémentées à leur action. Et ça a été traduit rapidement, directement sur le terrain, avec les réformes et le changement même des documents de travail. Vous savez, quand vous prenez par exemple au niveau de l'école primaire, il y a un changement donc de documents de lecture. Les documents de lecture de mathématiques ont été donc tout simplement, comme on appelle, on a eu à changer ces documents-là, s'il faut le dire simplement. Et du CP1, plutôt de la maternelle, jusqu'au C2. Actuellement, le document que les enfants utilisent sont faits à l'effigie donc des APC. Mais quand vous arrivez par exemple au CM1, au CM2, ça tarde à venir. Mais parlons du collège, puisque c'est le la même chose. Rapidement, au niveau donc des collèges également, on a senti que il y a eu une interférence entre la pédagogie, les APC et par objectif. Vous voyez à peu près. Et les enseignants, quelque part, en posant dans les questions, la façon de poser des questions, que vous allez le sentir. On a comme l'impression que on fait les cours dans un système et on pose des questions dans un autre. Cette année. Oui, ça a été constaté. Ce qui n'était pas le cas l'année passée. Oui. Donc, ce qui fait que, pour moi, mes analyses font cas donc de ces disparités-là qui sont intervenues. Et la façon dont les corrections ont été faites, j'ai l'impression que les enfants n'ont pas été tout à fait aidés par rapport à l'assouplissement dans les corrections. Parce que vous savez, l'année, il fut une année même en dictée, il faut faire 40 fautes pour avoir 0. Vous voyez à peu près. Donc cette année, j'ai l'impression qu'on est revenu sur l'ancienne façon de faire, et que les enfants, dans un premier temps également, il faut constater que dans l'accompagnement, on a senti que les enseignants étaient un peu dépassés par rapport au comportement des élèves. Et beaucoup parlent du fait qu'on a prohibé les punitions, ce qui fait que les enseignants n'ont plus assez donc d'autorité sur les élèves pour
Vous parlez de l'interdiction du bâton, par exemple. Oui, ça ne date pas de cette année. Oui, quand même. Pourquoi la même interdiction était là en 2023, on a eu de bons résultats. Mais ça a pris de l'ampleur. Cette année, ça a pris de l'ampleur. Et vous allez voir que au niveau comportemental, les élèves sont devenus insupportables. Et ils s'en prennent même aux enseignants. Et quand on veut, comme on appelle, prendre des mesures drastiques, ça va à l'encontre. Alors, pour vous, le problème se situe plutôt beaucoup plus dans le système de correction, dans les réglementations des punitions. Il y a ces choses-là aussi qui compatissent. Mais c'est les éléments clés qui justifient ces résultats. Oui, mais dans comme on appelle les enseignements entre les systèmes, on a l'impression que il y a un foisonnement. Il n'y a pas de responsabilité de la part des apprenants, par exemple. Oui, beaucoup. C'est pourquoi je l'ai dit tout de suite. J'ai dit, ils sont devenus insupportables. Ils peuvent être insupportables et réussir à l'examen. Mais quand un enfant devient très insupportable, c'est dire qu'il fait tout ce qui lui passe par la tête. Et il n'y a pas de concentration, plus de concentration. Parce que les enfants savent qu'on ne peut plus les frapper. La concentration n'y est pas. Et pour terminer, docteur, si vous le permettez, il faut aussi une adéquation entre ce qu'on enseigne et les questions qu'on pose aux examens. Il manque d'adéquation. C'est-à-dire, est-ce que c'est réellement ce qu'on enseigne? Ça pose maintenant la problématique des méthodes d'évaluation. Ce qui fait que dans notre enseignement, il n'y a pas de spécialiste des méthodes d'évaluation. L'État doit penser à cela pour pouvoir évaluer réellement si ce qui est enseigné est vraiment demandé de la même façon que ça a été enseigné. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklo. Alors, je viens au deuxième acteur de l'éducation, honorable Boursolay Obekou. Vous êtes promoteur d'un établissement. Comment expliquez-vous quand dans l'ensemble, le taux a baissé, on quitte 80 pour arriver à 30 et quelques? On comprend quand même que ça a été vraiment dramatique au niveau des établissements également. Comment avez-vous accueilli ces résultats et qu'est-ce qui, selon vous, explique cette baisse des résultats cette année? Ok, au fait, je suis quand même déçu par ces résultats et parce que personne ne s'attendait à ça. Parce que au cours de l'année, les apprenants, ils ont quand même fait preuve de compréhension des cours, de bons résultats. Moi, je peux mieux expliquer parce que je suis un promoteur d'établissement de 3e degré. Et c'est nous qui attendons les élèves du collège. Ceux qui ont réussi au BPC. Pour continuer leurs études. Donc, au fait, je ne peux pas parler et savoir ce qui s'est passé réellement au niveau du secondaire, étant donné que je suis plus focalisé dans le 3e degré. Mais, au fait, quand c'est comme ça, d'abord, il faut savoir qu'il y a un niveau, le niveau a baissé. Et c'est les premiers responsables, les premiers responsables de cet échec-là, c'est les élèves. Parce que il y a 48, on parle de 44% de réussite. Ça veut dire que quand on prend 100 élèves, 44 quand même ont réussi. Donc, ça veut dire que quelque part, il y en a quand même qui ont tenu, que ce soit, on parle de système comme Prosper vient de le dire. Quand on a interrogé certains acteurs du secondaire, les gens parlaient du système. La manière dont ils ont posé des questions, c'est différent par rapport à l'enseignement. Et aussi, ce que moi, et en tant qu'analyste, que j'ai trouvé, c'est après mes analyses, ce que j'ai vu, c'est que il y a eu quand même, c'est le niveau des enfants et surtout le sérieux, la discipline. Il y a certains enfants qui ont cru que, comme certains établissements ont eu 100% l'année passée, bon, on est dans le bain, l'examen, il suffit d'aller et faire quelque chose et c'est fini, on réussit. Alors que quand on va à un examen comme le BPC, dans le temps, dans les années, vraiment, c'est qu'on se prépare, on se prépare très bien. Mais dans les années passées, bon, on a l'impression, comme on dit, on va au BPC, il y a 100%.
On ne peut pas trouver ça dans les années il y a 10 ans. On trouve que c'est aussi facile. C'est aussi facile, entre guillemets. Donc, les enfants, en allant, c'est ce que moi je me suis dit, en allant à l'examen cette année, beaucoup ont cru que il suffit d'être dans le bain et on travaille un peu et on réussit. Et ils ont été surpris par la manière dont les épreuves ont été composées, tout ça là. Et donc pour vous, la faute revient aux élèves? D'abord, les premiers responsables, c'est les élèves, puisqu'il y a 44% de réussite. S'il y a par exemple 2% de réussite, maintenant j'allais dire qu'il y a quand même un problème. Il faut chercher le problème. Mais 44%, ça veut dire qu'il y a quand même les premiers responsables, c'est les élèves. Et moi, j'ai suivi particulièrement un élève, et quand je parle d'un exemple, qui a eu 13 de moyenne, premier semestre, deuxième semestre, et maintenant au BPC, il a eu 15 de moyenne. Il est sorti avec mention bien. Donc ça veut dire que quelque part, si des enfants ont réussi comme ça, donc qui ont fait des progrès, jusqu'à avoir 13 dans les moyennes de classe et au BPC ils ont 15, donc ça veut dire que c'est un peu un problème. Les premiers responsables, c'est ceux qui ont échoué. Et effectivement, nous sommes des parents d'élèves aussi. Après tout, chez nous, dans les maisons, ce qu'on constate dans nos villages, dans nos villes, c'est que les enfants n'apprennent plus leurs leçons comme avant. Et chaque fois, les parents dénoncent ça. Et quand je parle du niveau, j'ai parlé tout à l'heure du 3e degré, et là j'en viens, je suis la preuve, moi j'ai une preuve, cette preuve-là je l'ai. Quand vous avez des enfants de seconde, lorsqu'ils parlent français par exemple, ou bien lorsqu'on leur interroge sur certains sujets qu'ils ont déjà, sur des programmes qu'ils ont déjà fait en 3e, c'est catastrophique. Il faut quand même qu'on soit conscient de ça. Et je ne sais pas si cette manière de faire ou bien le BPC qu'on vient de boucler, et que ceux qui ont réussi quand même sont ceux-là vraiment qui ont le niveau, et tant mieux. Donc, parce qu'on ne peut pas aussi, à tout bout de champ, faire passer des enfants qui n'ont pas le niveau et ils sont arrivés en seconde et le problème persiste jusqu'au bac et à l'université. Je crois qu'on ne forme pas de bons cadres pour demain. Donc, et l'autre problème aussi, quand on dit que les premiers responsables, c'est les élèves qui n'ont pas appris peut-être leurs leçons, ou qui ne se sont pas bien préparés. Et voilà, c'est le terme même, ils ne sont pas bien préparés. Et ils croient que ça va être facile et ils ont été surpris. Il faut chercher aussi au niveau du programme. Moi, je crois que quand on a interrogé les spécialistes, les programmes ont été respectés, ils ont fini les programmes et les questions ont été posées sur les programmes qu'on a enseignés aux élèves. Donc, ça veut dire que quelque part, même s'il faut chercher au niveau du système ou pas, les élèves sont les premiers responsables parce que pas le système, parce qu'il y a 44% qui ont réussi. Adam Adronou, comment vous, en tant que journaliste, en tant qu'observateur, expliquez cette dégringolade, si je puis me permettre, dans les résultats cette année? Oui, nous sommes allés plus loin. D'abord, il faut faire remarquer que si l'on en fait un événement, c'est de bonne guerre. D'autant plus que c'est le contribuable qui a investi. Je rappelle que lorsque nous remontons un peu l'histoire liée aux investissements dans tous les secteurs d'activité, à part la sécurité, c'est dans l'enseignement que l'État investit davantage. Donc, nous devons donc nous en préoccuper par rapport à ce taux de réussite qui a beaucoup rabaissé. Mais je crois que lorsque nous réunissons les facteurs, il n'y a aucun facteur à pouvoir donc négliger. Tout simplement parce que les responsabilités sont d'abord partagées. Tout à l'heure, l'honorable parlait donc des élèves, au premier plan, oui, mais des parents, mais également des enseignants. Je m'explique, parce que lorsque nous prenons surtout sur la forme, nous avons vu que par le passé, d'abord, il y a en tout cas ce concept-là ou cette approche-là exprimée par les autorités éducatives qui ont voulu en réalité rendre la tâche beaucoup plus souple aux parents en faisant en sorte qu'on affecte en réalité ce qui était lié par exemple au coût de répétition, etc. Et que lorsque vous regardez un peu l'année dernière, c'était les privés où il n'y avait pas d'incompréhension, les gens étaient énervés. Vous avez vu le taux de réussite par exemple dans le Grand Lomé qui n'était pas en tant que tel que ça. Parce que les gens se sont déconnectés, se disaient, mais après tout ça a été corrigé.
Donc je reviens par exemple sur l'approche que je disais, par exemple lorsqu'on dit, voilà, on ne veut plus de répétition, etc. Ce système-là a plus avantagé ceux qui sont nantis, contrairement à ce qu'on voulait donc corriger. Parce que quelque part, les parents les plus nantis ont des possibilités de pouvoir engager aussi bien des répétiteurs pour les enfants à l'école. C'est ce que moi, j'aurais pu expliquer par rapport au taux de réussite lorsque vous prenez le Grand Lomé aujourd'hui et hier, parce que l'année dernière, parce que les écoles privées, en tout cas, lorsque vous prenez 16, moi je suis allé plus loin en regardant, vous prenez le taux de réussite dans les écoles privées est beaucoup plus amélioré que les écoles publiques. Je parle du Grand Lomé. Je n'ai pas vu les statistiques à l'intérieur. Vous verrez que la plupart... Et qu'est-ce qui explique ça, clairement? C'est ce que je dis. Par exemple, lorsque vous prenez, parce que je reviens en disant l'amélioration qu'il y a eu lorsque vous prenez pas dans les écoles privées, c'était plus facile pour eux de pouvoir ajouter peut-être 1 000 francs ou un 2 000 à la scolarité pour permettre à l'enseignant de pouvoir donc dispenser les cours dans son ensemble à tous ces élèves-là sans pouvoir demander 1 franc. Donc cela a fait que la constance en ce qui concerne la régularité des enseignants et des élèves a été donc maintenue. Ces élèves-là, chaque fois, ils viennent peut-être au cours de 6 heures que nous ne constatons pas le passé. Ça fait qu'ils ont été plus assidus. Et comme je l'ai dit, a été relâché. Il n'y avait pas dans ce système-là. Mais nous revenons également lorsqu'on nous explique que voilà, il y a d'autres facteurs, par les APC qui n'est pas à exclure. On nous parle également en tout cas des disparités en ce qui concerne donc les agglomérations, qui fait qu'on n'a pas des infrastructures assez adéquates, on n'a pas des spécialistes ou des enseignants de qualité, ce qui n'est pas à négliger, parce que c'est vrai que le gouvernement a fait des efforts en ce qui concerne la formation des enseignants, qui doivent être des enseignants qualifiés et qui maîtrisent la pédagogie. Mais n'oublions pas, il y a toujours des volontaires que les parents même ont engagés dans les fermes les plus reculées, qui est une réalité. Nous n'allons pas véritablement donc dire que nous ballons du revers de la main. Donc, tous ces facteurs-là s'entremêlent, mais je pense que cet aspect lié à ces coûts-là, je pense que le ministre Kokoloko, si il revenait, puis on ne sait pas de quoi cela fait demain, il revenait, il faudrait quand même qu'il revoie cet aspect-là. C'est l'aspect où, pendant les enseignants ne sont plus autorisés à pouvoir faire des cours de répétition. C'est pour les amener à faire l'essentiel en classe, pour que tout le monde... Oui, c'est pour améliorer en réalité la rentabilité aux parents. Mais je vous dis, ça a plus avantagé les parents nantis. Donc ceux qui n'ont pas l'argent ne peuvent pas. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde n'a même pas ses enfants à l'école privée. Ça devrait plutôt être le contraire. Non, ce n'est pas le contraire. Ce que je dis est réel. Parce que non, regardez un peu. Je vous suis. Je pense que l'école privée va ajouter un 2000 à son école, ce qui est affecté directement à ces cours-là. Les enfants viennent à 6 heures, ils suivent. On nous dira que c'est gratuit parce qu'on ne demande pas l'argent, mais en réalité, ce n'est pas gratuit. Cela ne se fait pas au niveau du public. Donc, ils sont directement exclus et ce qui a fait que la constance au niveau de ce truc-là n'a pas suivi. Merci beaucoup à vous. J'avais deux arguments maintenant. Rapidement, très rapidement. Mais quelque part également, il faut faire remarquer que en premier lieu, c'est que les enfants n'ont pas appris. Mais au même moment, je pense que ce résultat n'est pas à prendre à mal. Parce que quelque part, l'honorable le disait tantôt, parce que lorsque vous prenez, nous le constatons, surtout nous qui faisons l'écrit, vous allez constater que quelqu'un a la qualification, mais en réalité la compétence derrière n'y est pas. Donc quelque part, il faudrait que les parents... Si on tamise, on a un faible tour avec des compétences. Voilà, aux élèves de pouvoir arriver et mieux parcourir leur cycle du secondaire, c'est une bonne chose. Donc ce n'est pas à prendre à mal. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, vos derniers mots, ce sera donc notre dernier tour de table. Prosper à beaucoup, je commence par vous. Bon, moi je voudrais dénoncer l'expulsion d'un Malien qui s'est fait le mardi dernier parce que il n'a pas de carte de séjour alors qu'il est né en France. Il a fait toute sa vie en France, 25 ans durant, et on trouve bien de lui trouver un charter, même si on ne dit pas charter, malgré l'opposition sur des associations pour ne pas expulser ce monsieur, alors qu'on est sur une terre des droits de l'homme et on expulse quelqu'un comme ça, sans bagaille, vers son pays. Bon, quelles sont les valeurs
que ces pays-là, quand ils dénoncent les droits de l'homme chez nous, quelles sont les valeurs que eux nous véhiculent. Alors, les droits de l'homme sont-ils faits pour... les Noirs, leur question est toujours là. Parce que la manière dont les choses sont passées, pour Moussa Sako, je dis, c'est déplorable. Si ça doit continuer ainsi pour moi, je ne pense pas que ce sont des valeurs que nous allons continuer de partager. C'est ma conviction. Je profite donc pour saluer tous ceux-là qui sont dans le même cas pour que la France vraiment revienne un peu sur sa conception de la négritude. Merci beaucoup. À vous, Prosper Agboklo, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Adam Adrono, vos mots de fin. Oui, mais mes mots de fin, c'est justement ces questions liées donc aux accidents que nous constatons, surtout récurrents ces derniers temps. Nous sommes en vacances et vous savez bien évidemment qu'il y a beaucoup plus de mobilité. Et ces mobilités sont liées également à certains qui ne maîtrisent pas, même si nous savons que dans sa globalité, la plupart n'ont pas de permis de conduire et donc méconnaissent les règles liées donc à la circulation, ce qui accentue en réalité ces moments-ci, les accidents liés au fait que les gens sont en vacances, ils n'ont pas la maîtrise de la chose et rentrent avec les motos dans la circulation. Vous avez constaté que c'est beaucoup plus récurrent ces derniers temps. Donc, moi, je prie l'autorité à pouvoir véritablement accentuer certains contrôles et faire en sorte qu'on puisse réduire ces accidents-là parce que ces derniers jours, c'est vraiment une inquiétude totale, surtout dans Lomé où nous avons beaucoup d'accueil de gens qui viennent de l'intérieur et ailleurs, donc c'est ma préoccupation. Merci beaucoup. À vous, Adam Adrono, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Honorable Obekou, vos mots de fin. Moi, je reviens sur les résultats du BPC et ce sujet me tient à cœur pour dire que il est vrai que je ne suis pas content parce que, par exemple, il y a certaines écoles qui ont eu 100% l'année passée et qui, cette année, ont eu 0%. Donc, et je voudrais exhorter les acteurs de l'éducation, en premier lieu les enfants, les élèves, et apprendre les élèves, les parents d'élèves et les enseignants à prendre ces résultats cette année, à prendre conscience de ces résultats-là et à redoubler d'efforts l'année prochaine pour pouvoir relever le niveau de notre éducation à travers le collège pour que l'année prochaine qu'on puisse avoir les résultats qui reflètent le travail même des élèves. Parce que moi je me dis que il est vrai que nous ne sommes pas contents de ces résultats cette année, mais je me dis que ça reflète le niveau ou le travail que les enfants ont fourni à cet examen-là. Et ça là, au lieu de nous décourager, et ça devait nous faire prendre conscience et redoubler d'efforts pour améliorer notre éducation dans les années prochaines. Merci beaucoup à vous, honorable Beausoleil Obekou, ancien député, analyste politique, président de l'association Togo pour tous. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie pour l'invitation. Également, merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. C'est la fin donc de ce numéro de Regard Croisé. Merci à vous également de l'avoir suivi. Merci à Clesson Pignanga à la réalisation, à Richard Amédessou, Senyo Wampa et Gaston Fano à la diffusion. Surtout merci à vous Fofo Golo à la caméra. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.